En fait, je crois qu'il y a une grosse confusion en fait, entre le management et le leadership. Et je vais être un peu dogmatique, ou en tout cas très ciblé. Pour moi, le management, c'est tout ce qui est une activité courante. Donc tout ce qui est courant dans le monde de l'entreprise, c'est du management. Gérer, piloter une équipe, c'est du management. Tout ce qui n'est pas du management, c'est du leadership. C'est-à-dire, en fait, moi je m'appuie sur la définition de Seth Godin du leadership, que je trouve la plus inspirante, pour éviter les grandes confusions et beaucoup de registres avec beaucoup de confusion. Seth Godin nous dit la chose suivante: le leader est la capacité, je trouve que chaque mot est puissant dans ce qu'il dit, est la capacité à remettre en cause le statu quo. Première définition du leadership. Donc la notion de risque et de courage. Je remets en cause l'ordre établi, ce qui existe. Si je n'ai pas ça, je ne suis pas leader. Deuxième notion, de manière constructive. C'est-à-dire que je ne suis pas un rebelle, mais j'amène une solution. Donc deuxième définition clé du leadership, c'est-à-dire que non seulement je remets en cause l'existant, ce qu'il appelle des hérétiques dans son ouvrage en fait, je me positionne comme différemment de tout le monde, je pense out of the box, et je remets en cause le statu quo et je réfléchis autrement, j'ai une autre perspective, un autre angle d'attaque sur le monde. Je propose une solution, et ensuite je mobilise une communauté autour d'une vision d'avenir. Donc là, il y a la notion de mobiliser en fait. Je donne du sens à des gens que je mobilise autour d'une vision d'avenir. Et puis, je permets à ces membres de la communauté de partager entre eux des informations. Voilà les 4 ingrédients clés que Seth Godin définit dans le leadership, que je trouve très inspirant parce que c'est très clair, très simple en fait. Et tout ce qui est lié à la gestion quotidienne de mon entreprise, et moi je me porte vraiment bien en équilibre avec lui, c'est du management. Voilà, donc voilà pour moi la définition assez clair entre le domaine du management où je gère, je pilote une activité quotidienne d'une entreprise et le leadership où je réinvente quelque chose de différent en prenant du risque, en créant du lien, vous l'avez dit aussi, en fait, entre les membres de ma communauté. L'exemple que je trouve le plus inspirant par rapport à ça, alors c'est pas du tout un débat de fond ici que je vous propose, c'est Uber. Uber, en fait, il a remis en question le monde de voyage, la manière de transporter d'une personne d'un état A à un état B. Il a proposé une solution constructive, il a créé une communauté d'utilisateurs de Uber qui peuvent dialoguer de manière efficace entre eux. Voilà, donc c'est ça, en fait, on a les ingrédients. Et c'est vrai que ce que Seth Godin je trouve très inspirant, et vous l'avez dit aussi tout à l'heure, c'est pour ça que ça m'a bien parlé de ce que dit, on peut être leader d'une communauté de 3 personnes comme de 3 milliards de personnes, c'est pas le nombre qui importe. Je peux être inspirant pour ma famille, je peux être inspirant pour un club de foot, mais je vais gérer mon club de foot différemment que de ce qui existe. C'est ça le principe du leadership, c'est pas ce qu'on fait, c'est la manière dont j'approche les choses. Donc une entreprise peut faire acte de leadership en fait. C'est-à-dire Je sais pas, vous parlez d'Uber. Ouais. Uber c'est une entreprise, c'est pas une personne. Uber, il y avait un fondateur. C'est qui? C'est le fondateur d'Uber. Oui, mais finalement personne ne le connaît en fait. Ce qui est marrant c'est que personne ne le connaît alors que pourtant il a fait quelque chose a priori qui est la figure absolue du leadership. Voilà. Mais au final personne ne le connaît. C'est l'intelligence suprême pour moi. C'est qu'il a créé une marque qui est universelle. Et en fait, il est sorti dans son côté égotique potentiel, c'est-à-dire qu'il a créé une marque que tout le monde connaît. Et il s'est mis en humilité en retard. Donc que la personne ait connu ou pas quelle est l'importance, il a amené une prestation qui a changé le monde du transport au niveau universel. On est pour, on est contre, c'est autre chose, c'est un débat après de fond, mais il a quand même réinventé le monde du transport. Airbnb, c'est la même chose. Il a réinventé le monde et il a fait trembler les plus grands groupes hôteliers au monde. Donc et en fait, dans une marque, ce qui est très important à comprendre, une marque, en fait, il y a cette notion de contribuer à un changement de l'humanité. Uber, il a contribué à un changement de l'humanité. Airbnb a contribué à un changement dans le monde de l'hébergement. Donc voilà, c'est ces marques qui sont universelles, qui sont portées par une idée qui est tellement novatrice qu'en fait, elle fédère un certain nombre de personnes autour de ces idées. Merci Christian. Messieurs, j'aimerais rebondir là-dessus et mettre comme en exercice, pas en démonstration, ça serait prétentieux, mais ce qui vient d'être dit. J'aimerais présenter le leadership d'un point de vue plus symbolique. Moi, la première fois que j'ai eu affaire au leadership, c'était un jour aux États-Unis, à New York, il y a très longtemps. J'étais en train de chercher les cartes de vœux. Et je tombe sur une carte de vœux qui dit « The difference between management and leadership is… » Donc la différence entre le management et le leadership, c'est… On ouvrait la carte et c'était écrit « Inside you ». Donc je trouve que ça décrit bien une première notion différenciatrice. Et il y a une deuxième notion pour moi que la symbolique peut bien expliquer,
Parce qu'en fait, j'avais très envie de faire l'exercice de choisir une photo, et donc je vais le faire. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut me donner sa photo? Merci. Parce que moi, la photo que j'aurais choisie, c'est la même que vous. Vous avez tous choisi une photo. Moi, ma photo que je choisis, c'est celle-ci. C'est cette photo-là qui décrit le mieux le leadership. Alors, vous voyez ce que vous voulez voir, mais moi, je vois un grand carré blanc. Dans ce carré blanc, en fait, c'est le message que tout est possible, qu'on peut y mettre ce que l'on veut, qu'on peut tout inventer. Alors, vous allez me dire, mais c'est tout et n'importe quoi. Mais tout dépend de ce que je mets dans ce blanc qui est ici. Le blanc, je peux dire que c'est, comme je le dis à l'instant, tout est possible, mais ça peut être également la possibilité de créer. Ça peut être la possibilité d'inspirer, la possibilité d'inventer, la possibilité de mettre de côté, parce que c'est peut-être pas pour tout le monde, c'est le carré blanc. Puis je peux continuer encore sur ce que pourrait dire le carré blanc. En tout cas, mon imagination peut me permettre d'y mettre, non pas n'importe quelle définition, mais celle qui est la mienne au moment où je vous parle. Parce que ce qui n'a pas encore été dit dans ce que j'ai entendu, c'est que le leadership, il évolue en permanence. Moi, je ne suis pas le même entre le moment où je suis rentré et un quart d'heure plus tard et maintenant. Donc en fait, mon leadership va évoluer en fonction de ce qui se passe, en fonction de ce qui je suis et en fonction de avec qui je me trouve. Donc je trouve que cet espace vierge laisse de la place pour créer du leadership et le leadership de demain. Et du coup, David, votre leadership, il était comment en rentrant alors? Mon leadership, il était éveillé. Et là il est réveillé. Voilà, okay. Merci. Merci. Nicolas, vous alors, voulez apporter... si on synthétise tout ce qu'on a entendu, et pour partager aussi comment je perçois les choses, je suis d'accord en fait avec tout ce qui a été amené, dans le sens où, de mon point de vue, en fait, les personnes qui ont la gestion d'une équipe ont une lourde tâche, puisqu'en fait, il faut combiner un certain nombre de choses. D'un côté, on a des choses à organiser, à structurer. Il va falloir piloter la performance, il va falloir motiver, donner du sens, il va falloir innover, avoir une vision. Et si on veut, à mon avis, différencier le management du leadership, on peut le faire à travers ces trois missions principales, c'est-à-dire tout ce qui est structure, organisation, effectivement, c'est du management. La performance, on est beaucoup dans le management. Dans la motivation, donner du sens, innover, avoir une vision, on est plutôt dans le leadership. Et après, ce qui est rigolo, c'est quand on regarde ces trois missions, elles sont associées à des paradoxes. C'est-à-dire que le premier paradoxe, quand on veut organiser, c'est qu'on fait soit tout seul, soit avec les autres. Quand on veut motiver, c'est le fameux pull and push. Et puis quand on veut avoir une vision et aller de l'avant, il faut choisir entre consolider ou transformer. Et pour ces trois paradoxes, il y a trois postures qui, à mon avis, sont complémentaires et pas toujours faciles, parce qu'il faut jongler, comme je le disais, avec les casquettes. Il y a la posture que moi j'appelle de consultant, c'est-à-dire c'est très analytique, on va mobiliser l'intelligence rationnelle. Puis après, il y a la posture de coach, où là je vais mobiliser l'intelligence émotionnelle. Et tout va être comme point de départ, et je rejoins Dominique, c'est moi en fait le point de départ. Par exemple, je donne un exemple très concret, là on fait une formation pour des managers sur l'entretien annuel. La première chose que je leur dis, c'est que ça commence avant l'entretien dans votre tête. Si vous rentrez en vous disant « Ouais, mon lui, ça fait 3 ans, c'est bon, c'est toujours compliqué » ou « Ouais, c'est une formalité administrative, ça ne m'intéresse pas », ça ne sert à rien de faire l'entretien, il est déjà fini. Il n'y aura pas d'échange parce que moi, je le coupe dès l'entrée. Par contre, si je rentre en me disant « Tiens, c'est une occasion d'échanger avec mon collaborateur ou ma collaboratrice », là, je donne une chance à un échange. Donc la troisième posture, c'est celle d'intrapreneur, elle est liée à l'innovation et à la vision. Et en fait, en mélangeant ces postures qui sont liées à des compétences, c'est là où je vais pouvoir apporter le maximum à mon organisation. Évidemment, c'est difficile parce que, comme ça a été très bien dit, le leadership, il change tout le temps, il s'adapte aux gens, il faut s'adapter aux gens, aux situations. Et puis, effectivement, on grandit soi-même, et il y a un contexte, on grandit soi-même à chaque étape. Donc c'est ça qui est génial dans ce métier, je trouve. Il est agile. Il est agile. Alors ça voudrait dire que du coup, on peut être un manager sans aucun leadership? Il y en a. Ouais, on en voit en entreprise. Oui, j'ai entendu oui. Et un leader avec très peu de compétences compétences en management. Bien sûr. Et l'envers, c'est vrai aussi. Okay. Du coup, dans ce contexte de changement, de digitalisation, on nous amène à nous réinventer, à réinventer nos business models, à nous transformer, à nous augmenter, etc. Selon vous, avant même qu'on parle de leadership, mais comment ce contexte de changement perpétuel, il impacte
le métier de manager déjà, le poste de manager. En quoi et comment, ou pas d'ailleurs peut-être. Et quel est votre regard là-dessus? Ben, c'est à la fois les outils et la rapidité et l'exposition. C'est vrai qu'on a un aura, c'est pas forcément ça, mais on a une responsabilité en termes de gestion qui peut aller au-delà déjà du physique, parce qu'on manage à distance, parce qu'on est à la fois, comme disait Nicolas, dans la complexité interculturelle, technologique, multi-time zone, il faut faire front sur plein de choses en même temps. Donc c'est l'accélération et le fait d'être en même temps dans le court terme, le moyen terme et le long terme pour pouvoir gérer les priorités. Donc ça complexifie et c'est un petit peu comme le jongleur ou celui qui fait avec les assiettes chinoises. C'est toujours cet équilibre pour pouvoir avoir assez de recul et gérer les différentes complexités, parce que ça va plus vite, parce que c'est global et pas uniquement local, et qu'il faut avoir un traducteur simultané pour pouvoir gérer à la fois les langues, le time zone, les cultures, les attentes, les personnalités, et on a autant de complexité qu'on a d'individus dans la partie. Monsieur ? J'aime bien entendre parler de complexité pour deux raisons. D'abord, pour faire le lien avec la question précédente, c'est qu'il y a une confusion, on parle de leadership ce soir, il y a une confusion entre leadership et leader. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui a des actes de leadership. Donc on peut définir certains actes de leadership qui font de la personne un leader. Alors que pendant longtemps, on s'est dit que le leader, c'est celui qui est le héros, c'est celui qui est le premier, c'est celui qui est à la tête. Donc toutes ces idées-là, il faut les oublier très vite. Et si vous êtes ici ce soir, c'est que vous le savez déjà. La deuxième chose, c'est si je ne suis pas un leader parce que je suis charismatique, parce que j'ai quelque chose de plus, parce que c'est pas ça, mais je suis peut-être un leader parce que je sais gérer la complexité. Et si je sais gérer la complexité, c'est peut-être parce que j'ai avec moi une autre manière d'aborder les problématiques. Parce que dans le monde avant la digitalisation, on était capable de gérer ce qui était compliqué. Et pour gérer ce qui est compliqué, on a besoin de notre esprit rationnel. Dès que vous entrez dans la complexité, vous avez besoin d'autres formes d'intelligence. De l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence intuitive, de l'intelligence somatique. C'est d'autres formes d'intelligence qui vont permettre de gérer la complexité. Et je pense que là, on a un bon exemple de, quelles que soient les compétences spécifiques qu'il faut maîtriser pour être capable d'entrer en relation avec la digitalisation, le monde digital, il y a une compétence de plus qu'on doit avoir, c'est cette compétence à lire cette complexité pour l'amener à quelque chose qui est plus simple. Non pas qui est plus décomposé, comme on pourrait le faire avec ce qui est compliqué, mais quelque chose de plus simple. Si c'est simple, on en discutait avec Nicolas juste avant, si c'est simple, c'est que c'est juste. Si c'est léger, c'est que c'est la bonne direction. Si c'est lourd, c'est que je ne dois pas y aller. Donc même si c'est très complexe, passer digital, je peux en revenir à beaucoup de bon sens. Ça nous force à revenir au bon sens. Pour compléter, ça renvoie encore à un autre élément. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils digitaux qui se développent, il y a l'intelligence artificielle qui se développe. Et en fait, ça c'est connecté notamment à la capacité d'innovation d'une structure et donc des gens qui sont censés la faire évoluer. Derrière, il y a beaucoup de problématiques, il y a notamment l'intelligence digitale, c'est-à-dire la capacité à comprendre déjà ce qu'on peut faire avec les outils qui sont en train de se construire. Parce que bien souvent, les gens qui sont assez haut placés dans les organisations, qui sont censés développer une vision, une stratégie, n'ont pas cette intelligence digitale et cette connaissance. Il y a un autre élément très fort lié à ça, c'est la transformation du métier. Parce que quand j'ai la responsabilité, par exemple, au Val-de-Mine de 100 000 personnes, je sais que les métiers vont se transformer. Il y a des gens qui vont devoir acquérir de nouvelles compétences. Si je ne l'anticipe pas un tout petit peu, on peut imaginer ce que ça donne. Malheureusement, ça donne ce qu'on observe, c'est-à-dire le skill gap avec des milliers de postes et puis des centaines de milliers de personnes, pour ne pas parler en millions, qui cherchent un emploi. Donc il y a ce paramètre-là qui est critique derrière ce que vous évoquiez, à mon avis.
en termes d'intelligence digitale. Ok, d'accord. Question, vous pouvez intervenir? Oui. Voilà. On ose un peu d'air. Je suis désolée, hein, c'est temporaire, mais c'est pour moi. L'élément liant de ce que j'ai entendu, pour moi, en fait, pour faire face en tant que manager ou leader à cette transformation digitale, c'est quelle est ma capacité à me transformer moi-même. Parce que c'est ça dont on parle. Se transformer soi-même, c'est être capable d'accéder à d'autres formes d'intelligence. Que ce soit l'intelligence digitale, l'intelligence artificielle, l'intelligence intuitive, l'intelligence spirituelle. C'est ça en fait. Et c'est ça la vraie transformation. J'accède à d'autres connaissances, à d'autres savoirs, à d'autres recueils pour me permettre d'avoir un autre regard sur la réalité qui m'entoure. Comment je peux appréhender les outils digitaux si moi-même je ne me transforme pas dans ma capacité d'appréhender les outils digitaux? Je peux faire toutes les formations du monde dans les outils digitaux, si moi-même je ne transforme pas, je ne peux pas les absorber. Quelle est ma capacité à gérer un monde de plus en plus complexe si je ne suis pas capable de travailler sur mon intuition? Donc en fait, la transformation, ça va largement au-delà de la remise en question. La remise en question, j'essaye au quotidien de m'améliorer au quotidien. La transformation, c'est essayer de porter un autre regard sur le monde, les gens, les interactions humaines, la complexité du monde, la rapidité. Et on est capable en fait à ce moment-là de changer quelque chose parce que soi-même on a changé, donc on porte un regard différent sur le monde qui m'entoure. Ok, merci. Est-ce que dans l'Assemblée, vous voulez intervenir sur ce contexte d'accélération et comment justement il impacte ou pas le rôle du manager ou du leader qui doit activer d'autres intelligences avec beaucoup plus de sagesse et de conscience, hein, c'est ce que disait là il y a peu. Messieurs. Pour prendre le relais de Christian, cette notion, je la résumerai en suis-je enseignable. Aussi bien en tant que leader pour pouvoir emmener, motiver, inspirer, et aussi en tant que manager, parce qu'à un moment, c'est moi qui vais devoir être managé par l'exemple, donc transformer pour pouvoir emmener ensuite mes équipes. Là, on est sur un mix avec cette notion de suis-je enseignable entre le leader et le manager. On voit bien qu'il y a une transition qui se fait au niveau du manager pour pouvoir emmener son équipe. Je voulais juste réagir, je vous ai entendu parler d'exemplarité à plusieurs reprises, ça me pose toujours question. Est-ce qu'un leader il doit être exemplaire? Je ne dis pas que non, il a droit à ses failles, à ses limites. Moi ça m'interroge toujours, je grince toujours quand j'entends l'exemplarité, pour autant j'entends bien, je vois bien pourquoi on va dans ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors on peut être un mauvais exemple. Non, dans le sens où être exemplaire, c'est pas la même chose que de montrer une voie, qu'elle soit discutable, bonne ou mauvaise, mais c'est justement de se mettre en... C'est la notion de courage de tout à l'heure, c'est de faire le pas et de se différencier. Et à ce moment-là, on montre un exemple, comme un leader, en général, un leader que s'il a des followers. Sans ça, ça devient vite sec. Donc, mais pour moi, c'est pas la même chose que d'être exemplaire, ça veut dire sans faille. Au contraire, plus un leader, d'autant plus aujourd'hui, on a la quête de sens et de pourquoi, autant on va être authentique et pas exemplaire, justement, avec plein de failles, plus on va pouvoir créer ce lien entre les autres et soi-même. Sinon, on se met à part, mais plutôt marginal pour les mauvaises raisons, plutôt que de créer un lien et de mener la barque ou d'amener un groupe de personnes vers une destination. Donc pour moi, de prendre ce risque et se démarquer, ça ne veut pas dire être exemplaire. Au contraire, un leader exemplaire, pour moi, il y a quelque chose qui cloche, clairement. Qu'est-ce que vous en pensez? Typiquement, alors, on parle beaucoup justement on avait parlé une fois sur tout ce qui est futur de l'emploi, etc. Que finalement la compétence clé pour l'avenir, ça va être la capacité d'apprentissage, la capacité de se transformer en permanence. Finalement, c'est exactement ça. Donc finalement, on va vers une société de leaders, il n'y aura que des leaders, parce que finalement, les deux sont hyper liés, que ce soit sur l'utilisation d'une intelligence multiple, enfin de multiples intelligences, ça demande d'être capable de l'apprendre en permanence, d'apprendre une nouvelle forme d'intelligence. Du coup, étant donné que ça va être le seul moyen demain pour pouvoir se trouver un nouveau job, ou en tout cas créer son futur job, etc., finalement on sera tous leaders ou c'est de désapprendre pour réapprendre. Ça veut dire que c'est transformatif
aussi cette française que je dis, transformateur, merci. C'est pour ça qu'on est plusieurs devant. C'est justement cette capacité à oublier pour réapprendre. C'est d'oublier d'anciens processus, d'anciennes façons de gérer les situations pour passer à autre chose. Donc, potentiellement, oui, on peut être leader, on peut être le leader de la journée, on peut être le leader dans un certain contexte. Pour moi, c'est vraiment lié au contexte, c'est-à-dire que ça peut être familial, ça peut être sportif, ça peut être l'entreprise, ça peut être... Il n'y a pas besoin de... Pour moi, c'est très malléable. Hein. Donc, c'est ça qui... Oui, moi j'ai envie de parler de l'humanité en fait, du leader. Et que par capillarité, eh bien, il y a des personnes qui ont envie de prendre modèle sur cette personne-là, par son humanité finalement. Son exemplarité. Voilà, c'est ça. Oui. Mais je pense qu'entre l'exemplarité, l'humanité, le fait de devoir en permanence apprendre, je pense qu'on risque d'aller parfois dans une mauvaise direction. Et la mauvaise direction, c'est de croire qu'on doit encore et encore, parce qu'on doit apprendre, on doit encore développer, on doit faire encore plus. J'ai entendu parler tout à l'heure, et je le comprends, de développement personnel. Moi, je ne pense pas qu'on doit aujourd'hui faire plus de développement personnel. La personne, moi, je n'ai pas besoin de développer, je suis déjà qui je suis. Donc, ce qu'on doit apprendre, ce n'est pas à se développer. On doit apprendre à faire du dépouillement personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire me dépouiller. Ça veut dire que je dois enlever ce qu'il y a en trop. C'est Michel-Ange, hein, dans ses sculptures, qui disait, quand on lui disait « Mais comment avez-vous fait cette belle œuvre d'art ?» Il a dit « Mais j'ai rien fait, j'ai juste enlevé ce qu'il y avait en trop. » Je crois qu'on est dans une société aujourd'hui, si on veut aller dans un leadership conscient, humain, eh bien on doit enlever ce qu'on a en trop. Est-ce qu'on doit aller dans plus de j'aime sur Facebook, plus de j'aime sur LinkedIn ou je ne sais quoi? Est-ce que c'est ça qui va faire de moi un leader exemplaire et reconnu? Moi je crois plutôt que si j'enlève ce qu'il y a en trop, et encore faut-il aller regarder à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai en trop qui n'est pas vraiment nécessaire? Et là c'est un vrai travail transformatif ou transformationnel, transformateur, encore une nouvelle façon de le dire. Bon, moi je suis plutôt pour le dépouillement personnel. Aujourd'hui c'est même pas moi qui le dis, il y a beaucoup de leaders dans le champ de développement de conscience, et là encore le mot développement est en trop. Il y a une dimension qu'on peut ajouter à mon avis pour les leaders demain, c'est en fait le bon leader à mon avis c'est celui qui va être capable de mobiliser l'intelligence collective, parce qu'on est toujours plus fort à plusieurs. Et le bon leader, c'est comme un jardinier qui va faire grandir les gens. Il y a une définition que j'aime bien du management ou du leadership, d'ailleurs c'est utilisé pour les deux, qui a été donnée par Jacques Doré, qui s'occupait de management à très haut niveau en Europe. Il disait en fait, pour être un bon manager ou un bon leader, il faut aider les autres à faire ce qu'ils ont à faire, les aider à atteindre leurs objectifs. Et si j'aide tous les autres à atteindre leurs objectifs, bah là je suis dans mon poste. Mobiliser l'intelligence collective. Il y a une phrase de Vincent Hénard que j'aime beaucoup dans un de ses livres qui dit « Il ne faut pas libérer l'entreprise, il faut libérer le potentiel de chaque personne qui est dans l'entreprise. » Et c'est ça le rôle finalement du leader. Et c'est vrai que peut-être qu'en se dépouillant un peu, on arrive plus facilement à discerner sur comment je peux faire finalement pour aider les autres à se développer et mobiliser cette intelligence collective. Alors, on lit souvent, la question qu'on se pose souvent en la voix, c'est est-ce qu'on est leader ou est-ce qu'on devient? Moi, j'aimerais bien qu'on me réponde. Les théories ont répondu, en fait. Oui, les théories du leadership. Je pose la question. Alors, pour répondre simplement, on ne va pas faire un cours sur le leadership, mais les premières théories partaient du principe que c'était inné. C'est-à-dire, il y avait ceux qui étaient nés leaders, les managers, puis les autres n'ont pas de chance. Et à l'époque, on disait, bon, il faut être extraverti, il faut se connecter aux autres, il faut avoir du courage. Il y avait un certain nombre d'éléments, on les avait ou on ne les avait pas. Et puis voilà. Donc ces théories, bon, évidemment, elles ont été vite dépassées. Après, on s'est dit, ah bah finalement, les moutons, ouais, il y a le côté relationnel, puis il y a le côté performance, puis dans l'idéal, il faut aller sur les deux. Puis après, il y a eu le leadership situationnel. Donc ça a évolué. Ce qui est rigolo, c'est que les premières théories, en fait, ce qu'elles ont amené, ce qui a été démontré, c'est qu'il y a des personnes qui vont devenir plus facilement des leaders que d'autres, mais tout le monde peut le développer, donc on peut tous l'être. Et d'ailleurs, on l'a déjà dit, on l'est tous. Parce qu'il ne faut pas oublier, ça va dans toutes les sphères de la vie, donc on peut être leader dans la famille, avec les amis, dans l'associatif. Donc c'est ouvert. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est ouvert à tout le monde, et les neurosciences ont démontré qu'on peut le développer.
Parce que notre cerveau est beaucoup plus plastique que ce qu'on pensait il y a 20 ans ou même 10 ans. Et l'espoir. Il y a de l'espoir. Le leadership, ça vient du cerveau, ça vient du cœur? Et ça vient de l'alliance des deux, voire des trois, parce qu'il y a aussi l'intuition qui est le gut feeling. Ça, c'est plus l'instinct pour moi. Mais c'est l'instinct. Mais il y a l'instinct, plusieurs, c'est une alliance de plusieurs choses. Mais je dirais que il y a un risque de développer un leadership par le savoir, par l'accumulation dont je parlais tout à l'heure, toujours plus. Et si on écoute la langue des oiseaux dont je parlais tout à l'heure pour ceux qui aiment l'alchimie, en fait, dans savoir, c'est voir ça, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on met à l'extérieur. Je pense qu'on peut faire autrement si on veut développer le leadership. Si chacun d'entre vous, d'ailleurs vous avez tous choisi une photo, c'est bien que vous reconnaissez une facette de leadership ou quelque chose qui vous parle. Donc ce que vous avez fait, c'est pas par savoir, c'est par connaissance. Donc c'est pas voir ça et le mettre à l'extérieur, c'est connaissance, c'est naître avec. Donc vous êtes tous nés avec votre leadership. Vous ne pouvez pas faire autrement. Par contre, ce qui est d'important, c'est de voir comment vous pouvez le révéler et comment vous pouvez l'offrir au monde, l'offrir aux autres en étant qui vous êtes, différent des autres, et non pas en devenant quelqu'un d'autre. En copiant des leaders qui ont déjà été leaders, vous n'avez rien à copier. Eux ont déjà fait leur boulot. Peut-être pour rebondir par rapport à ce que tu dis, David, parce que ça m'inspire beaucoup, je pense qu'on devient leader, mais à une condition très simple, quand on a trouvé sa mission de vie. En fait, qu'est-ce qui fait que Steve Jobs est devenu leader? Parce qu'il a trouvé sa mission de vie. Quand on a trouvé sa mission de vie, c'est pour laquelle on est sur Terre, on a un pouvoir d'attraction. Parce qu'on est animé par quelque chose qui nous dépasse. Et en fait, il suffit de trouver sa mission de vie, et en fait, on devient leader. Donc, sa mission de vie, ça peut être mère de famille et très heureux en Corrèze. Donc, c'est pas une question de. Justement. Il faut prendre une caricature, en fait. À l'opposé de ce qu'on pense, pour prendre un exemple extrême de Steve Jobs, en fait. On peut être leader, en fait, dès qu'on est leader, ça veut dire qu'on va générer un élan communautaire, en fait, d'attraction, parce qu'en fait, on est animé par quelque chose qui nous dépasse, et on contribue à quelque chose au niveau de l'humanité qui peut être à petite dose ou à très grande dose. Et en fait, ce qu'on fait dans nos programmes de transformation, j'appelle ça maintenant des programmes de transformation à la mission de vie, c'est découvrir la mission de vie, mais comme dans le monde de l'entreprise, c'est un mot qui est un peu tabou, on n'ose pas trop parler de mission de vie. On comprend, c'est pas quelque chose qui est très corporate, donc j'en parle ce soir ici. Voilà, et c'est ça que tu dis en fait, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'on n'est pas leader quand on cherche à copier quelqu'un. Il y a la notion d'alignement, ça revient à ce que c'est le why. Voilà. Si on n'est pas aligné, on va être un reflet pâle de différents modèles et du coup on perd l'authenticité, l'humanité, l'alignement, le sens, ça fait plus de sens. Mais trouver ses ressources, c'est vraiment la base et c'est le métier de quelqu'un qui travaille dans l'outplacement. Le but du jeu, c'est ça, c'est d'aller trouver les trésors qui sont enfouis dans chaque personne et tout le monde. C'est ça qui est génial, c'est que peu importe la personne qui franchit le seuil, il y en a toujours. On sait qu'on va trouver des trésors et ce qui est rigolo et super à faire, c'est que les gens se rendent compte des trésors qu'ils ont en eux, parfois qu'ils avaient oubliés. Et c'est une formidable métamorphose et c'est un formidable travail que d'accompagner des gens dans ce. C'est de la révélation. Ouais, comme un révélateur de photos, où on voit, avec une alchimie, on voit quelque chose qui se passe et qui se transforme et qui se révèle. C'est formidable. Et pour révéler, il faut entrer dans la chambre noire. C'est ça, c'est le contraste. Et cette chambre noire, c'est, posez-vous la question, c'est quelle est la part, entre guillemets, d'ombre? L'ombre, c'est pas négatif, c'est ce qui n'est pas encore dans la lumière. Donc, quelle est la part que vous devez visiter chez vous pour révéler le côté leader que vous avez? Et si on veut faire le lien avec le point de départ qui était le management, puisqu'on peut tous être leader et que ce n'est pas un état donné, je suis un héros et demain un zéro, c'est ça, être leader. On est décrié le lendemain éventuellement. Et que je développe des actes de leadership. Dans les actes de leadership, il y a bien sûr pourquoi pas la vision, parce que je vais donner une direction, pourquoi pas le fait de fédérer, donc je vais donner un sens d'appartenance. Et tout d'un coup, ce qu'on voit moins dans les actes de leadership, on pourrait trouver le fait de structurer, on peut dire, mais structurer, on est dans du management. Oui, l'acte de structurer, c'est du management, mais si en structurant, je rassure, j'arrive à sécuriser, à faire en sorte que les autres se sentent
mieux et en sécurité, eh bien peut-être j'ai un acte de leadership et je peux être un leader alors que j'ai un acte qui ressemble plus à du management. Mais au fond, je l'ai transformé en leadership. Moi, j'aimerais vous poser une avant-dernière question. Quel serait pour vous le portrait robot du leader de demain? Ouais, c'est bien. Il est inconnu au bataillon. Facile. Bah, ma réponse, c'est celle qui rejoint, c'est celui qui a trouvé sa mission de vie. Parce qu'en fait, le portrait robot, c'est de vouloir être justement le robot ou robotisé, en fait. Le leader, c'est celui qui est authentique et qui est capable de trouver ce qui l'anime au plus profond de lui-même. Hein. C'est ça qui nous... Je pense que le lien, en fait, des différents éclairages qu'on a donnés ce soir, c'est être capable de trouver, de déceler, d'oser vivre profondément, plus intimement, en fait, de ce qui nous anime. Et c'est ça qui fait que finalement on devient leader. Et pour revenir juste au mot d'exemplarité qui m'a beaucoup interpellé tout à l'heure, moi il y a le mot exemplarité, je trouve qu'il est très vaste et difficile à approcher. Il y a un autre mot qui me parle plus, c'est la congruence. Ah, moi aussi. Parce que l'exemplarité c'est un peu un fourre-tout, t'es exemplaire, t'es pas exemplaire. La congruence en fait, pour moi c'est une des caractéristiques de base du leader, c'est celui qui est aligné entre ce qui fait sens dans sa vie et les actions qu'il met. Et dès que je suis aligné entre ce qui fait sens dans ma vie et ce qui me porte et ce que je fais au quotidien, je suis leader. Donc la congruence, pour moi, est un des ingrédients clés du leadership. Je sais pas, pour vous, j'ai un goût de recette, quoi. Ouais, c'est ça, un des ingrédients. Alors voilà, tiens. C'est une recette. Est-ce que Pour vous moi, avez d'autres ingrédients? si tu veux le portrait robot, ce sera un portrait robot qui est net, c'est-à-dire qui est transparent. Enfin, il y a cette partie d'authenticité, de netteté. Ça sera en 3D, parce qu'on a différentes facettes. Et puis ça sera en couleur, parce que c'est contextuel. Donc pour moi, un portrait robot, ça serait ça. Ça serait multidimensionnel, coloré, et puis net, parce que quand on est aligné, quand on est authentique, on n'est pas fou. Fou ou flou? Flou, on peut être un peu fou. Ça peut aider d'ailleurs. Ça dépend comment on sort de la chambre noire. Ouais, c'est ça. Si ça a bougé. Messieurs, un ingrédient supplémentaire ou pas? Donc si on veut compléter, juste pour donner un peu plus de détails, dans l'alignement, au fond des gens, il y a des valeurs, c'est-à-dire c'est ce qui anime les gens, c'est ce qui les fait aller de l'avant. Il y a très peu de gens qui sauraient dire quelles sont leurs valeurs. Si on faisait un test et qu'on demandait, à part les gens qui ont déjà travaillé dessus, c'est très difficile de dire, bah oui, mes valeurs, c'est ces trois-là, et c'est ça qui me fait aller de l'avant. D'être capable d'exprimer ses talents, c'est difficile aussi. Et c'est important d'utiliser ses talents pour accomplir le fameux ce pourquoi je suis là. Mais les talents, les gens les reconnaissent difficilement aussi pour une raison toute bête, c'est que c'est simple pour eux. Donc ils vont nous dire, non mais ça, tout le monde peut le faire. Non, non, non. Non, pour toi c'est facile, mais c'est parce que c'est un de tes talents. Et ainsi de suite. Donc en travaillant sur différentes dimensions, on va pouvoir trouver le portrait robot, mais effectivement le portrait robot, il y en a autant que de personnes. Donc, par contre, c'est les mêmes ingrédients, mais ils sont différents d'une personne à l'autre. Et là, on rejoint encore ce qui se passe quand on fait du coaching ou d'un personnel. Je pense que dans la question du portrait robot, il peut y avoir un portrait, donc autant de portraits qu'il y a de personnes ici, mais il ne peut pas y avoir de robot. Donc si on cherche le portrait robot et j'enlève le côté robot, moi je me fie beaucoup aux archétypes, c'est-à-dire à un savoir universel, une personnification universelle dans lesquelles on peut tous se reconnaître. Puis j'aime bien quelques archétypes de base dans lesquels on peut trouver quelques éléments d'un portrait de leadership. Il y a d'abord le portrait du guerrier, c'est choisir d'être présent, donc développer la présence, ici, maintenant, et pas demain ou hier, parce que là je suis en train de réagir et pas de répondre à la réalité, donc je choisis d'être dans le présent. Ensuite on a le visionnaire, c'est ce que vous avez dit sur l'intégrité, l'authenticité, c'est dire la vérité, ma vérité, sans juger ni blâmer, je dis les choses telles qu'elles sont. Pour faire ça j'ai besoin d'authenticité, c'est-à-dire d'être auteur de moi-même, je copie rien. Ensuite, une fois qu'on a passé le visionnaire, on peut parler de l'archétype du guérisseur. Le guérisseur, lui, il a besoin d'équilibrer la tête et le cœur. On a des leaders guérisseurs, entre guillemets, des leaders qui sont là pour apporter du mieux, mais ils arrivent à le faire parce qu'ils arrivent à aligner cette congruence de la tête et du cœur, c'est totalement aligné. Et celui qui nous manque le plus souvent dans nos sociétés, c'est le leader de type sage,
Donc le sage, c'est celui qui est ouvert au résultat sans attachement. Il n'est pas attaché au résultat. Il est OK, comme dans cette feuille blanche, de dire il va peut-être se passer autre chose que ce qu'on avait prévu. Et il peut vivre avec ça. Et si on est capable d'équilibrer la présence, l'honnêteté, la bienveillance et cette sagesse et cette confiance, et cette recherche d'équilibre va faire un portrait qui est différent pour chacun. Merci David. Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, on a cuisiné, on a tous les ingrédients. Ouais. Vous savez, ce que disait, je passe la parole, Anouche Karaman, qu'on a interviewé il n'y a pas longtemps avec Michael, nous disait c'est très pénible, il y a plein de femmes qui nous donnent des recettes géniales et elles nous oublient tout le temps de nous donner un aliment, parce que pour qu'on fasse la recette en fait. Donc on ne donne pas toujours l'intégralité de l'information, on y revient. Mais on n'a pas tout, mais est-ce qu'on a pas mal? On a pas mal. On a pas mal. Mais il y a l'ingrédient qui manque. Hein. Oui. C'est pour ça que Pour moi, je t'en posais la question. Il y a un ingrédient qui manque, c'est le côté émotionnel. Parce que le premier leadership, c'est de pouvoir gérer mes émotions. Si je ne peux pas gérer mes émotions, je ne vais jamais être un leader. Si je ne sais pas comment le faire, voilà. Puis la deuxième étape, c'est de pouvoir gérer les émotions des autres. Et un bon leader, c'est ce qu'il fait, hein, à travers l'influence ou le leadership, peu importe, mais c'est qu'il décide dans un certain sens quelles émotions les gens qui le suivent vont vivre. Que ce soit la peur, c'est peut-être pas la bonne façon, ou une autre émotion. Et puis d'un moment, on arrive à insuffler des émotions chez les gens, et puis c'est là à travers la mission où je rejoins totalement, parce que quand on a la mission, on a le feu sacré. Et puis on génère chez les autres une émotion qui est juste phénoménale, et c'est pour ça qu'ils nous suivent. Parce que là, on est dans notre mission, et c'est l'émotion, c'est le fuel, c'est le moteur, c'est l'essence. Et c'est l'essence du leadership. Si on arrive à créer des émotions chez les gens, et puis à choisir les émotions qu'on crée, les gens vont nous suivre. Ils nous embarquent, mais sans réfléchir. Il faut de l'action à un moment donné. Pardon. Alors moi je rajouterais deux dimensions, c'est le mouvement et le temps. C'est-à-dire que le mouvement, pour le portrait, je verrai un film plus qu'une image figée. Donc le mouvement et la temporalité. Et à la fin de ça, c'est quelle est la trace, quel est l'héritage que je lègue au monde, aux gens, quel est l'impact que je fais auprès des personnes qui me voient comme un leader. J'ai une question un petit peu innocente. Est-ce qu'un leader est un manipulateur? Quand j'entends ce que vous avez dit et tout ce que j'ai entendu, il y a une contradiction, honnêteté, bienveillance, etc. Alors on peut soit être d'une façon naturelle, innée, comme certains en parlaient, et puis de ne pas penser à côté, ok, il faut que j'amène mon équipe, soit le faire naturellement parce qu'on est dans notre mission, donc dans ce cas-là on ne manipule pas du tout, ou soit je le fais consciemment, et puis alors là on rentre dans d'autres leaders politiques, on va dire, ou d'autres genres de leadership, où là on va manipuler. C'est la différence entre l'influence qui est, on va dire, naturelle, qui pourrait être innée, ou qui vient juste du fait que je suis dans mon flow, je suis dans ma mission, et ça se ressent. Ou au contraire, parce que j'ai envie d'amener les gens quelque part. Souvent dans l'entreprise, malheureusement, c'est ce genre de leadership qu'on va retrouver, ou dans le côté politique, c'est ce genre de leadership qu'on va retrouver, où là on va utiliser la manipulation. On a toujours un choix à faire en fait. On a le cocktail dont on a parlé. Si je prends un exemple, quand on parle à des étudiants en droit, on va leur dire, voilà, vous êtes en train de développer par exemple des compétences juridiques et vous allez pouvoir choisir. Demain, vous allez pouvoir par exemple aider des industries qui produisent des produits qui sont nocifs pour les gens ou pour la planète. Vous pourrez les aider à gagner encore plus d'argent, parfois sur le dos des autres. Ou alors, vous allez mettre à profit ces compétences pour aider des personnes qui sont en difficulté, pour les aider à enlever une partie de ce fardeau. C'est les mêmes compétences. Par contre, chaque personne va devoir choisir comment elle veut les utiliser. Et parfois, à l'insu de son plein gré, elle va peut-être les utiliser d'une manière un peu discutable, mais on a tous le choix. Et ce qui est intéressant, c'est d'aider les gens à découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais après, on ne peut pas choisir leur place. C'est eux qui vont choisir la manière dont ils vont utiliser ce qu'ils ont. Et là, oui, je vous rejoins, parfois on a des gens qui vont l'utiliser à mauvais escient. Ça peut arriver. Allez, je vous pose... Pardon, allez, je vais dire. Je peux pas résister. C'est terrible, hein. Je sens. J'ai adoré ce qui vient de se passer entre la mise en évidence de l'importance de l'émotion, la temporalité, la question qui a été juste interrompue sur et l'action dans tout ça, et puis sur le fil et la manipulation. Vous cherchiez une recette, l'ingrédient manquant, moi j'en ai un.
à vous proposer. Allez, David. Alors, j'adore les jeux de mots, vous avez compris, mais c'est plus que des jeux de mots. L'ingrédient manquant, écoutez bien, c'est la magie. Pourquoi c'est la magie? Parce que quand je dis la magie, c'est pas l'ego de la manipulation, c'est pas l'ego, c'est l'âme agit. La magie, quand je suis dans la magie, c'est la mission, c'est mon cœur qui parle, c'est mon être profond qui parle, c'est l'humanité dont on parlait tout à l'heure, et c'est atemporel. Et si je dis agis, c'est bien en action. Il ne s'agit pas de rester dans mon coin. Donc, si vous mettez si vous mettez la magie, bien, vous activez votre leadership. On a l'ingrédient secret. Je pose ma dernière question. Merci David. Il a sorti la carte magnétique. On n'avait rien préparé finalement, ouais, c'était plutôt pas mal. Moi je vous propose qu'on continue, mais de façon plus informelle, autour d'un verre et que Mickaël puisse se reposer un peu. D'ailleurs, ça l'arrange d'être derrière le téléphone, on va peut-être essayer